Chapitre 8 de 5 semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. 5 semaines en ballon de Jules Verne. Chapitre 8. Importance de Joe, le commandant de la Resolute, l'arsenal de Kennedy, aménagement, le dîner d'adieu, le départ du 21 février, séance scientifique du docteur, Duveyrier-Livingstone, détails du voyage aérien, Kennedy réduit au silence. Vers le 10 février, les préparatifs touchaient à la fin. Les aérostats renfermés l'un dans l'autre étaient entièrement terminés. Ils avaient subi une forte pression d'air refoulée dans leurs flancs. Cette épreuve donnait bonne opinion de leur solidité et témoignait des soins apportés à leur construction. Joe ne se sentait pas de joie. Il allait incessamment de Greek Street aux ateliers de messieurs Mitchell, toujours affairé, mais toujours épanoui, donnant volontiers des détails sur l'affaire aux gens qui ne lui en demandaient point, fier entre toutes choses d'accompagner son maître. Je crois même qu'à montrer l'aérostat, à développer les idées et les plans du docteur, à laisser apercevoir celui-ci par une fenêtre entr'ouverte, ou à son passage dans les rues, le digne garçon gagna quelques demi-couronnes. Il ne faut pas lui en vouloir, il avait bien le droit de spéculer un peu sur l'admiration et la curiosité de ses contemporains. Le 16 février, le Resolute vint jeter l'ancre devant Greenwich. C'était un navire à hélice du port de 800 tonneaux, bon marcheur, et qui fut chargé de ravitailler la dernière expédition de Sir James Ross aux régions polaires. Le commandant Pennet passait pour un aimable homme. Il s'intéressait particulièrement au voyage du docteur, qu'il appréciait de longue date. Ce Pennet faisait plutôt un savant qu'un soldat. Cela n'empêchait pas son bâtiment de porter 4 caronades qui n'avaient jamais fait de mal à personne et servaient seulement à produire les bruits les plus pacifiques du monde. La cale du Resolute fut aménagée de manière à loger l'aérostat. Il y fut transporté avec les plus grandes précautions dans la journée du 18 février. On l'emmagasina au fond du navire de manière à prévenir tout accident. La nacelle et ses accessoires, les ancres, les cordes, les vivres, les caisses à eau que l'on devait remplir à l'arrivée, tout fut arrimé sous les yeux de Fergusson. On embarqua 10 tonneaux d'acide sulfurique et 10 tonneaux de vieille ferraille pour la production du gaz hydrogène. Cette quantité était plus que suffisante, mais il fallait parer aux pertes possibles. L'appareil, destiné à développer le gaz et composé d'une trentaine de barils, fut mis à fond de cale. Ces divers préparatifs se terminèrent le 18 février au soir. 2 cabines confortablement disposées attendaient le docteur Fergusson et son ami Kennedy. Ce dernier, tout en jurant qu'il ne partirait pas, se rendit à bord avec un véritable arsenal de chasse, 2 excellents fusils à 2 coups, se chargeant par la culasse, et une carabine à toute épreuve de la fabrique de Purdemoor et Dickson d'Édimbourg. Avec une pareille arme, le chasseur n'était pas embarrassé de loger à 2000 pas de distance une balle dans l'œil d'un chamois. Il y joignit 2 revolvers Colt à 6 coups pour les besoins imprévus, sa poudrière, son sac à cartouches, son plomb et ses balles, en quantité suffisante, ne dépassaient pas les limites de poids assignées par le docteur. Les 3 voyageurs s'installèrent à bord dans la journée du 19 février. Ils furent reçus avec une grande distinction par le capitaine et ses officiers. Le docteur, toujours assez froid, uniquement préoccupé de son expédition, Dick, ému sans trop vouloir le paraître, Joe bondissant, éclatant en propos burlesques. Il devint promptement le loustic du poste des maîtres où un cadre lui avait été réservé. Le 20, un grand dîner d'adieu fut donné au docteur Fergusson et à Kennedy par la Société royale de géographie. Le commandant Pennet et ses officiers assistaient à ce repas, qui fut très animé et très fourni en libations flatteuses. Les santés y furent portées
en assez grand nombre pour assurer à tous les convives une existence de centenaire. Sir Francis M présidait avec une émotion contenue, mais pleine de dignité. À sa grande confusion, Dick Kennedy eut une large part dans les félicitations bachiques. Après avoir bu à l'intrépide Fergusson, la gloire de l'Angleterre, on dut boire au non moins courageux Kennedy, son audacieux compagnon. Dick rougit beaucoup, ce qui passa pour de la modestie. Les applaudissements redoublèrent, Dick rougit encore davantage. Un message de la reine arriva au dessert. Elle présentait ses compliments aux deux voyageurs et faisait des vœux pour la réussite de l'entreprise, ce qui nécessita de nouveaux toasts à sa très gracieuse majesté. À minuit, après des adieux émouvants et de chaleureuses poignées de main, les convives se séparèrent. Les embarcations du Resolute attendaient au pont de Westminster. Le commandant y prit place en compagnie de ses passagers et de ses officiers, et le courant rapide de la Tamise les porta vers Greenwich. À 1 heure, chacun dormait à bord. Le lendemain 21 février, à 3 heures du matin, les fourneaux ronflaient. À 5 heures, on levait l'ancre, et sous l'impulsion de son hélice, le Resolute fila vers l'embouchure de la Tamise. Nous n'avons pas besoin de dire que les conversations du bord roulèrent uniquement sur l'expédition du docteur Fergusson. À le voir comme à l'entendre, il inspirait une telle confiance, bientôt, sauf l'Écossais, personne ne mit en question le succès de son entreprise. Pendant les longues heures inoccupées du voyage, le docteur faisait un véritable cours de géographie dans le carré des officiers. Ces jeunes gens se passionnaient pour les découvertes faites depuis 40 ans en Afrique. Il leur raconta les explorations de Barth, de Burton, de Speke, de Grant. Il leur dépeignit cette mystérieuse contrée livrée de toutes parts aux investigations de la science. Dans le nord, le jeune Duveyrier explorait le Sahara et ramenait à Paris les chefs touaregs. Sous l'inspiration du gouvernement français, 2 expéditions se préparaient qui, descendant du nord et venant à l'ouest, se croiseraient à Tombouctou. Au sud, l'infatigable Livingstone s'avançait toujours vers l'équateur, et depuis mars 1862, il remontait en compagnie de Mackenzie la rivière Rovoonia. Le XIXe siècle ne se passerait certainement pas sans que l'Afrique n'eût révélé les secrets enfouis dans son sein depuis 6000 ans. L'intérêt des auditeurs de Fergusson fut excité surtout quand il leur fit connaître en détail les préparatifs de son voyage. Ils voulurent vérifier ses calculs, ils discutèrent, et le docteur entra franchement dans la discussion. En général, on s'étonnait de la quantité relativement restreinte de vivres qu'il emportait avec lui. Un jour, l'un des officiers interrogea le docteur à cet égard. « Cela vous surprend, répondit Fergusson. « Sans doute. Mais quelle durée supposez-vous donc qu'aura mon voyage? Des mois entiers? C'est une grande erreur. S'il se prolongeait, nous serions perdus, nous n'arriverions pas. Sachez donc qu'il n'y a pas plus de 3500, mettez 4000 milles, environ 400 lieues, de Zanzibar à la côte du Sénégal. Or, à 240 milles, 100 lieues, le docteur compte toujours par mille géographique, de 60 au degré. Par 12 heures, ce qui n'approche pas de la vitesse de nos chemins de fer, en voyageant jour et nuit, il suffirait de 7 jours pour traverser l'Afrique. Mais alors, vous ne pourriez me voir ni faire de relèvement géographique, ni reconnaître le pays. Aussi, répondit le docteur, si je suis maître de mon ballon, si je monte ou descends à ma volonté, je m'arrêterai quand bon me semblera, surtout lorsque des courants trop violents menaceront de m'entraîner. Et vous en rencontrerez, dit le commandant Pennet. Il y a des ouragans qui font plus de 204 milles à l'heure. Vous le voyez, répliqua le docteur, avec une telle rapidité, on traverserait l'Afrique en 12 heures. On se lèverait à Zanzibar pour aller se coucher à Saint-Louis. Mais, reprit un officier, est-ce qu'un ballon pourrait être entraîné par une vitesse pareille? Cela s'est vu, répondit Fergusson. Et le ballon a résisté? Parfaitement. C'était à l'époque du couronnement de Napoléon en 1804. L'aéronaute Garnerin lança de Paris, à 11 heures du soir, un ballon qui portait l'inscription suivante tracée en lettres d'or. Paris, 25 Frimaire, an 13,